Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un bon vendredi matin à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est Isabelle avec vous pour vous accompagner pendant les 2 prochaines heures. On va parler d'itinérance parce que d'abord, d'entrée de jeu, je voulais souligner la mort de quelqu'un qui était connu dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Quelqu'un qui s'appelait Nelson et qui est malheureusement décédé cette semaine sur l'asphalte glacé de nos rues. Un autre itinérant, vous allez me dire, un personnage peut-être qui passait inaperçu pour certains, mais qui avait créé des liens quand même dans cette communauté, qui s'était habitué à lui. Un gars qui était toujours assez de bonne humeur, un bon gars. Moi, ça m'est arrivé de le croiser. Et pourquoi je vous parle de Nelson? C'est parce que cette mort-là, avouez que c'est assez terrible, assez pathétique aujourd'hui, en 2024, à Montréal, au Québec, dans une société dont on dit qu'on est privilégié, puis c'est vrai, je pense qu'on l'est, hein, comparativement à d'autres. On se compare de temps en temps, puis on regarde, puis on se console souvent, d'ailleurs, en se disant « Ouais, c'est bien pire ailleurs ». Mais quand c'est rendu qu'il y a du monde qui meurt dans la rue, quand c'est rendu qu'il y a des campements un peu partout parce que les gens se disent « Où est-ce que je pourrais bien aller crècher? Je suis plus capable d'aller dans des refuges où il y a des règles qui me conviennent pas. » Les refuges, vous savez, faut pas se leurrer non plus. Les refuges, c'est un endroit dangereux aussi. C'est pas forcément là que tu trouves ton calme quand la vie t'est passée dessus puis que tu essaies de te reconstruire. Fait que j'avais envie qu'on se questionne un peu là-dessus sur notre rôle à chacun à jouer parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup de choses qui, des fois, je trouve, sont violentes. Tu sais, dire... Puis je comprends, là, tu sais, il y a des déchets, là, quand on met une tente là, puis qu'après on s'en va. Vous avez juste à imaginer, regardez, quand on va au camping, vous enlevez tu sais, après un séjour dans un camping, après un grand festival de musique, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, il y a des déchets. L'humain, on laisse nos cochonneries partout. Pensez-vous que les itinérants sont plus propres que la société? Non, ils sont comme le reste de la société. Et je voulais qu'on en parle parce qu'il faut qu'on se regarde vraiment puis qu'on essaye ensemble de décider que c'est un vrai projet de société que de s'occuper de l'itinérance. Je vais en parler avec des gens qui connaissent bien le sujet. Je le côtoie depuis des années. Il est devenu un ami. C'est l'abbé Claude Paradis. C'est un prêtre au diocèse de Montréal. C'est surtout le fondateur de Notre-Dame de la Rue. Claude a même écrit sa biographie et dont j'ai eu le bonheur de faire la préface. Merci d'être là, Claude. Ben, merci de l'invitation. Et on va de temps en temps arpenter les rues ensemble, donner des sandwichs, des bonbons. Jaser surtout avec les gars de la rue, mais les filles aussi. Et je pensais à Nelson cette semaine, puis je t'ai appelé hier, Claude, parce que je voulais avoir de tes nouvelles d'abord, parce que la situation aussi peut être difficile pour toi. Toi, tu es un ancien de la rue aussi. Tu l'as connu, cette vie difficile. Quand tu vois... Nelson qui meurt comme ça, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Je trouve ça, c'est comme un peu provoquant. C'est un peu, tu sais, tu dis, ben là, comment ça se fait qu'en 2024, ça continue quand même? Ça fait des années, moi, que ça fait 28 ans, là, 30 ans, je suis dans ce domaine. Ça fait 30 ans que j'entends dire les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui. Ça avance pas. Là, la mairesse avait promis des logements sociaux pour cet automne. Il n'y a rien de commencé. Il n'y en aura pas. À chaque année, c'est la même histoire. Mais il n'y a rien qui se fait. As-tu perdu la foi, toi qui es un homme de Dieu? As-tu perdu la foi dans le système? Pas en Dieu, mais des fois entre l'humain, oui. Ouais. Des fois, ça m'arrive, d'avoir perdu la foi en l'humain. Parce qu'on n'est pas mieux, hein? Moi, je dis toujours là, que la violence, c'est pas être riche ou être pauvre, la violence. Elle se situe à un endroit où il y a trop de promiscuité. Quand tu vis là, sur un carré, sur un bout de trottoir. Un bout de trottoir, t'as pas grand place là, à vivre. Là. Alors, si t'as plusieurs personnes qui viennent dans ton cube, alors là, ça peut provoquer
Ouais. Des conflits, ça peut provoquer des choses. Parce que tu me disais qu'il y a beaucoup d'itinérants aussi qui meurent parce qu'ils se battent entre eux. Il y a des crimes. Ouais. On sait qu'il y a des vols. Une des dernières fois, ça m'avait marqué cet été, on était allé voir justement près de l'accueil Bono de la mission Oui. Brewery. Oui, Il y avait des gars qui nous racontaient qu'ils se faisaient voler leur cellulaire. Il y en avait un qui me racontait, il dit, moi, je me suis fait voler mon sac à dos tellement de fois, je veux plus rentrer là. Puis il pointait le refuge, tu sais. Et c'est pas évident, ces situations-là. Non. C'est déjà assez difficile pour eux de vivre à l'extérieur que vivre à l'intérieur. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour eux, là, c'est bien sûr. Là, je suis en train de travailler en lien avec une grosse compagnie. Je peux pas en parler plus. Mm-hmm. Mais ils m'ont approché pour faire la différence à quelqu'un pour le restant de sa vie. C'est-à-dire qu'ils vont payer le loyer, ils vont payer l'épicerie, ils payent tout, jusqu'à 2500 par mois. Une entreprise privée? Oui. Qui m'ont approché. Alors, on était en train de mettre ça sur place, là. Fait qu'il y a des solutions. Ben, on va y revenir, c'est intéressant. Je voudrais... Est-ce que tu connais Jérémy Lamarche? Oui. Jérémy, bien sûr, organisateur communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, responsable des dossiers judiciarisation et droit de cité. Merci d'être là, Jérémy. Ça fait plaisir, bon matin. La mort de Nelson, ça vous dit quoi? Sur notre société, sur le peu de services? Ben, tu sais, effectivement, sur le peu de services, sur le manque de ressources pour les gens qui sont forcés de vivre en situation d'itinérance. La mort de Nelson, c'est aussi un cas qui est visibilisé parmi beaucoup trop d'autres. T'sais, on l'a bien vu hier là, dans le dossier d'Isabelle Ducas, mais nous, le RAPSIM, on est un regroupement de 104 groupes communautaires qui travaillent sur le terrain. Puis les groupes nous le disent là, depuis une couple de mois, depuis la dernière année. Les décès dans la rue sont en augmentation, là, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Les équipes puis les membres de la communauté qui fréquentent les groupes sont comme continuellement en deuil. C'est vraiment... c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que non seulement, collectivement, on n'a pas réussi à s'assurer à ce qu'un grand nombre de personnes n'aient pas à vivre l'itinérance, mais pour celles et ceux qui n'ont pas le choix de la vivre, ben il y a rien pour assurer leur droit à la vie. Ou en tout cas, il n'y a pas assez, t'sais. Fait que c'est vraiment choquant. C'est malheureusement une illustration forte de ce que le RAPSIM dénonce, puis l'absence de ce que le RAPSIM demande depuis des années. Avez-vous l'impression, Jérémy, avec votre groupe, comme l'abbé Paradis vient de le dire, que vous vous répétez depuis toutes ces années, qu'on demande toujours les mêmes affaires, qui n'arrivent pas? Un peu, oui, quand même. Dans le sens où, tu sais, ça fait longtemps là, que le RAPSIM, mais plein d'autres groupes aussi, la société civile demande du logement social massivement, demande une augmentation de l'aide sociale. Tu sais, tu l'as dit, Claude, 2500 $ par mois pour une personne, c'est comme pratiquement le minimum pour pouvoir survivre. Alors que l'aide sociale, c'est quoi? C'est 807. Voilà. Tu sais, oublie ça, là, trouver un petit studio à quelque part dans un raccoin de Montréal, là, c'est complètement impossible. Fait que, tu sais, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui soient obligés de vivre ça, ben augmentons-la, l'aide sociale, tu sais, une aide de dernier recours qui permette pour vrai aux gens de pas juste tomber en mode survie puis de devoir faire des petites jobines ici et là puis d'avoir comme 100% de leur temps destiné à répondre à leurs besoins de base, tu sais. Fait que ça, on le demande depuis des années, ça tarde, là. Il y a plein d'autres affaires aussi là, qui... Évidemment, ce matin, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de freiner un peu l'itinérance. Je vais même pas prétendre qu'on va la régler, la question de l'itinérance, mais déjà un peu freiner l'espèce de fulgurance dans le nombre d'itinérants là, qui arrivent dans les rues, parce que c'est vrai qu'elle est plus visible aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus, Claude. Il y a plus de monde dans la rue. Oui. Si on essayait de voir, quelles seraient les solutions? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le logement, là, on s'en sort pas. Tu as parlé tout de suite de logement social. Oui. Est-ce qu'on sait... Ça marche ailleurs, d'ailleurs, mais il y a des endroits, Jérémy, vous pouvez intervenir aussi, il y a des endroits où on a créé, par exemple, des programmes logement d'abord. On pense, entre autres... on pense à l'Autriche, on pense à certains autres coins d'Europe, ou en Angleterre aussi, il y a des communautés qui ont installé des programmes qui fonctionnent. Nous, au Québec, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Je peux me permettre, tu sais, on en a du logement d'abord au Québec, notamment financé par le gouvernement fédéral.
L'affaire avec le logement de bord, c'est que la manière que ça fonctionne ici, c'est on va donner des programmes de supplément au loyer à des gens pour les loger dans le marché privé. Fait qu'un 3,5 qui coûte 2000$, comme c'est rendu la réalité à Montréal, la personne va payer 25% de ses revenus, mais l'État va payer le reste. Ce qui fait que le logement, il reste à 2000$. Puis quand le proprio veut plus qu'il y ait une personne qui bénéficie de PSL dans son logement, ben le logement reste à 2000 puis est complètement inabordable. Fait qu'il y a un aspect au logement de bord qui maintient la crise du logement. Il y a des aspects super positifs, là. Il y a des gens pour qui ça marche, que ça l'aide, mais ce qu'on a besoin beaucoup et surtout aussi, c'est de différents types de logements à différentes échelles dans différents quartiers. T'sais. On pense à du logement social avec soutien communautaire, c'est-à-dire avec des intervenantes qui sont sur place. S'il y a des gens qui ont des besoins dans des démarches, on le sait que crime. Je sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez renouvelé votre passeport ou votre carte d'assurance maladie ou quoi que ce soit, mais c'est la job en maudit, les papiers, les rapports d'impôts. Ben, il y a ces personnes-là qui peuvent être en soutien. Ça prend... Il y a des gens qui... Puis c'est important parce que quand tu es tout le temps dans tes valises, à trimballer des sacs, à te chercher, t'as pas de situation stable. Fait que donc, c'est créer une stabilité, Claude, dans le fond. C'est pas comme des itinérants. Le vrai mot, moi, je pense que c'est des... sans-abri? Des SDF, sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Parce qu'un soir, ils peuvent dormir chez un des amis, un autre soir chez une amie, un autre soir dans un refuge, l'autre soir dans un autre refuge. J'en connais un, moi, maintenant, il dort dans sa voiture parce qu'il a tout perdu. Il travaille quand même, là. Alors, il y a un travail? Oui. Ouais. Puis il couche dans une voiture, dans un pick-up, là, il couche, c'est son appartement. Bien, on a fait une entrevue il y a quelques semaines avec justement quelqu'un qui a déjà travaillé, là, qui était sur l'aide sociale parce qu'il avait eu un problème de santé, ce qui arrive, là, les gens ont des problèmes de santé. Je veux dire, il y a beaucoup de monde de plus en plus malade. Fait que, bref, puis là, il est dans un petit logement, mais il sait qu'il va devoir partir parce qu'il est plus capable de se le payer. Et là, cet hiver, il entrevoit la possibilité de passer l'hiver dans son auto, là, avec tout ce que ça veut dire de risque. Absolument. Et ça, on voyait ça ailleurs. Et là, maintenant, c'est chez nous. On a, au téléphone, on a un auditeur. Une auditrice, pardon. Bonjour. Bonjour, Madame Richard. On vous écoute. Oui, moi, je suis présentement dans ce cas. Il y a une pensée de société aussi qu'il faut penser, qu'il faut enquêter comment que les gens se retrouvent à la rue aussi. C'est pas volontaire, c'est pas... moi, présentement, je suis en arrêt de travail pour dépression depuis janvier. Et puis, la bureaucratie a fait en sorte que j'ai été 2 mois sans revenus. Et puis, les mises à jour, entre-temps, et tout, qui se sont arrêtées puis qui n'ont pas fait de suivi, là, c'est rendu que j'ai perdu des compagnies d'assurance, parce que autres, ça leur dérange pas que ce soit la faute d'un tel ou que je parle de ça. J'ai l'hypothèque à payer, je suis en train de perdre ma maison, parce que des arrangements de paiement aussi ou ça. Fait qu'il faut voir aussi l'ensemble du problème. Parce que c'est pas volontaire, c'est pas, il y a quelques années, quand j'ai resté à Montréal, ça m'est arrivé aussi de rester deux semaines dans ma voiture. J'avais connu ça un peu. Sauf que j'avais justement juste ma voiture, j'avais pas de maison, j'avais rien. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai tout, j'ai une vie malgré tout, mais juste avec ces situations-là, fait en sorte que c'est sûr que ma santé mentale, elle va pas mieux, là. Et là, vous dites, j'ai déjà couché dans ma voiture, mais vous vous êtes refaite, vous vous êtes reconstruite, mais là, ce que vous nous dites, Isabelle, c'est que, c'est que là, vous êtes à risque à nouveau de tout reperdre. Et exactement. Puis tout ça, mais ça part de la bureaucratie. Moi, je regardais ça d'un autre point de vue. Au début, c'est comme une guerre. On est pris en otage entre le gouvernement et différentes sociétés, différentes grosses sociétés. Je m'explique là-dessus. C'est que moi, au début, avant d'avoir justement mes premiers versements d'assurance, ça a pris 2 mois à cause qu'il attendait un papier du médecin. Quand j'ai appelé le médecin,
la secrétaire me disait, on a une règle, c'est 30 jours, c'est minimum 30 jours avant de remplir un papier. Ouais. C'est impossible. Il y a toutes sortes de règles comme ça, tellement. Là, je pense que Claude l'abbé Paradis peut en témoigner aussi. Jérémy également. Merci, Isabelle. Et ça, ce que vient de nous dire Isabelle. Oui, allez-y très, très, très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir sur notre sujet. Allez-y, Isabelle. Ben oui, mais pour le projet de M. Labbé, là, je trouve ça tellement intéressant, mais les compagnies devraient faire ça parce qu'en même temps, ça enlèverait la pénurie de main-d'œuvre. Tu les sors de la rue, tu fais en sorte, tu l'essayes. Si ça marche pas, ben just too bad. Donner un logement, mais redonner du travail aussi, ça passe par là, redonner la dignité, c'est vrai. Exact. Effectivement. On a Joanne également qui est avec nous au téléphone. Bonjour Joanne. Bonjour. Vous avez 67 ans, puis là vous dites, moi là j'ai comme Je travaille à temps plein. Puis vous auriez aimé ça à votre âge, être à la retraite, là, c'est ce que j'entends. Ouais. Mais vous n'avez pas le choix, sinon vous n'avez pas d'argent? Ben sinon, j'ai pas d'argent. Puis les taxes à la ville de Montréal, vous imaginez combien ils sont rendus? Et puis moi, je veux pas exagérer sur le loyer pour le locataire. Vous êtes propriétaire de votre logement, c'est ça? Vous avez un duplex? Oui, je suis un duplex. Fait que j'ai mon petit-fils en haut qui vit pour 990 $ par mois comme loyer. C'est pas cher, là, Isabelle. Ouais. Et vous, pour payer, pour pas perdre votre duplex, finalement, vous devez continuer de travailler, c'est ça? Travailler. Ouais. Vous pensez que vous allez devoir faire ça? C'est une belle réalité, hein, aujourd'hui? Ah ouais, mais complètement. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... On peut remercier la mairesse qui investit beaucoup sur les pistes cyclables. Ouais. Oh mon Dieu, il y a tellement de gens qui m'écrivent ça. Je pense que les gens sont très frustrés en ce moment de voir ça. Moi, je suis très frustrée de la mairesse. Là, elle est sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'elle veut se faire de la publicité pour se faire élire. Merci beaucoup. On a Martin qui est un de ceux aussi qui s'en plaignent. Il dit la seule chose qui intéresse Valérie Plante, c'est la guerre contre l'auto. Tout projet immobilier qui inclut des stationnements sont rejetés. On a avec nous également pour participer à la discussion le docteur Olivier Farmer. Il est psychiatre à l'hôpital Notre-Dame. Il est porte-parole pour l'Association des médecins psychiatres du Québec. Bonjour, docteur Farmer. Merci de prendre le temps. Si je vous demande, évidemment, l'itinérance, c'est pas un problème facile à régler. C'est un problème très complexe à plusieurs niveaux qui veut dire qu'il faut qu'on trouve un logement, mais également d'autres aides, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale dans la rue. Les gens qui se ramassent là, souvent, ont vécu des traumatismes aussi au cours de leur vie. Il y a de la toxicomanie, il y a beaucoup de choses dans la rue. Comment vous vous y prendriez, vous, Dr Farmer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, comme vous avez dit au début, la clé de voûte pour aider quelqu'un qui est en situation d'itinérance, c'est de résoudre la situation d'itinérance, c'est-à-dire lui permettre d'avoir un toit dans des bonnes conditions. Puis, en fait, oui, on traite des conditions de santé mentale dans le contexte de l'itinérance, mais l'objectif, c'est pas de traitement en soi. L'objectif, c'est qu'ils atteignent un logement sécuritaire qu'ils peuvent se permettre, parce que c'est travailler sur les déterminants de la santé. C'est un déterminant de la santé d'avoir un toit. Ouais. Ça détermine plein de choses, le stress, l'accès à la médication, le fait de pas perdre ses papiers, de pas se faire voler son cellulaire ou ses papiers quand on est dans la rue. Tous ces éléments-là, la sécurité, la capacité de pouvoir avoir un petit peu de loisir, un petit peu de plaisir, ce sont des éléments importants de la santé. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur le logement. Et comment vous voyez ça ici, dans la mesure où on a tellement, pendant des années, on a beaucoup parlé, mais on a peu agi quand on compare, par exemple, à des programmes de logement d'abord qui se font ailleurs, dans des villes européennes. On se rend compte qu'ici, on a une espèce de déficit de parc immobilier. À Vienne, entre autres, la ville, je pense que c'est à Vienne, où ils possèdent 60% de logements communautaires. Donc, c'est pas parfait non plus, mais au moins, c'est mieux qu'ici. Or, ici, on n'a pas ça, là. Puis que la ville de Montréal se mette à acheter plein d'immobilier, plein de duplex pour essayer d'y loger des itinérants, de leur donner un toit, ça prendrait énormément d'argent, là. Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? En fait, les pays qui ont investi pour, dans le fond, définanciariser le logement, parce que le problème, c'est tous ces propriétaires privés, puis avec des pressions sur les prix. Donc, les prix sont déterminés par le marché.
alors que dans les villes que vous avez nommées ou en Finlande, l'État a soit acheté directement une grande partie du parc immobilier locatif, ou bien ils l'ont confié à des OSBL pour que les logements soient offerts au prix coûtant. Et donc on paye pour l'entretien des logements et on paye mais au prix coûtant. Il n'y a pas une notion de profit, il n'y a pas une notion de vente, revente, faire un profit sur le capital, etc. Fait en sortant ça de l'équation, il y a une pression sur les prix qui s'exerce beaucoup moins. Et ça, c'est du logement abordable pour tout le monde. Est-ce que c'est possible chez nous, ça, vous diriez? C'est une décision sociale, tu sais, c'est pas des psychiatres, puis c'est pas des journalistes qui vont déterminer ça, là, ça a été une décision gouvernementale. Ce qu'ils ont fait en Finlande, c'est que l'équivalent on peut leur dire, par exemple, on pourrait leur dire, toutefois, oui. Dr. Farmer, c'est ce qu'on fait ce matin, on pourrait leur montrer un petit peu que ça se fait ailleurs, puis que ça pourrait être une solution. Là. Oui. Mais c'est des investissements massifs. Tu sais, eux, en Finlande, c'est l'équivalent de l'Auto-Québec. Tous les profits de l'Auto-Québec de l'équivalent de l'Auto-Québec sont pour du développement de logements et pour améliorer le parc locatif pour qu'il soit abordable pour la population. Donc, c'est une décision sociétale avec des investissements très, très, très importants, mais qui rapportent. Parce que ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que les personnes en situation d'itinérance, ils coûtent très, très, très cher. Ouais, J'ai entendu M. Dumont dire ça l'écœurait de payer quelqu'un pour déneiger devant la porte d'un logement social, mais quelqu'un qui, dans l'itinérance, coûte au bas mot 75 000 $ par année en services de santé, en prison, en justice, en intervention policière, toutes qui servent à rien pour la personne elle-même. Je dirais, elle bénéficie pas de ça. Elle bénéficie pas de se faire arrêter 36 fois par année ou de passer du temps en prison parce que elle a des tickets impayés ou d'être emmenée à tout bout de champ à l'hôpital parce qu'elle est tombée ou qu'elle s'est fait agresser dans la rue. Tout ça, c'est complètement futile comme dépense, alors que si on dépensait un petit peu d'argent pour abaisser les loyers, rendre le logement abordable et avoir des services d'accompagnement adéquats, oui, on paierait de l'argent pour déneiger devant des portes, mais je veux dire, ces gens-là seraient dans une bien meilleure posture et en bien meilleure santé. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, Dr. Olivier Farmer, vous venez d'en donner un, le frappant. Vous dites donc, chaque itinérant nous coûte environ 75 000 $ par année? Oui, en termes de services rendus, en termes d'intervention policière, en termes de même, tu sais, le refuge, ça coûte pas rien, là, ça coûte de l'argent, tout ça, mais tous les gens en prison, tous les lits hospitaliers, toutes les visites à l'urgence, tous les transports ambulanciers, vous voyez le coût que ça peut coûter si vous faites facturer pour ces services-là. Je veux dire, chaque fois, c'est des milliers de dollars. On ajoute tout ça. Et il y a eu des études sérieuses dans plusieurs villes au Canada. Puis on arrive au chiffre d'à peu près 70-75 000 $ par personne. Ça fait environ 6 000 $ par mois. Fait que on a les moyens, parce qu'on le paye, le 75 000, visiblement en service. Exactement. Donc, on est a déjà les en moyens. train de le payer. Voilà, on est déjà en train de le payer. C'est juste de penser les choses autrement. C'est ça que vous nous dites. Jérémy est tout à fait d'accord. L'abbé Paradis acquiesce aussi. Un petit mot chacun, Jérémy? Oui, peut-être deux trucs rapidement. Oui. Sur la vision du coût, effectivement, comme quand on fait ces calculs-là, on voit à quel point ça n'a aucun sens de criminaliser les gens, de réprimer les gens, tout le processus administratif, ça n'a aucun sens. Tu sais, des tickets pour jeter des botches à terre ou dormir sur un banc de parc, là, ça n'a aucun sens. Mais moi, je trouve que c'est un manque de jugement rendu là. Ben oui, puis tu sais, c'est écrit dans les règlements municipaux de la ville, genre. La ville, pas donner des tickets aux itinérants? Non, c'est écrit, c'est interdit de dormir sur un banc de parc. Okay, à peu près, là. Enlevons ça, là. Ça coûte rien. Oui, là, on n'a pas le droit de cracher par terre non plus. C'est ça. Fait que, tu sais, juste sur l'aspect du coût, il y a l'argumentaire du coût fait absolument aucun sens. Mais ce que je veux dire par manque de jugement, Jérémy, permettez-moi, c'est juste qu'un policier qui donne un ticket à un itinérant, c'est comme, sincèrement... Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a d'autres gens à attraper. Là, absolument. Il faut arrêter de s'acharner. C'est parce qu'à un moment donné, moi, ce qui me dérange, je vais vous le dire vraiment là, en ce moment, puis on en parle souvent avec l'abbé Paradis, c'est l'acharnement. Absolument. Je trouve qu'on s'acharne sur du monde déjà à terre. Ben c'est ça. Il y a quelqu'un à terre, puis on lui donne des coups de pied d'un côte. C'est ça qui se passe. Puis c'est terrible. Absolument. Ça n'a aucun sens. Puis ça a bien été dit par M. Farmer. Tu sais, il y a toutes les questions d'argent, mais il y a les questions de volonté politique aussi. Il y a les questions de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. Puis il y a toute la notion que j'ai apportée, en plus de celle de l'argent, des droits de la personne. Là. Parce que quand tu vis en situation d'itinérance, le nombre de droits qui te sont bafoués, là, dans l'actualité, c'est carrément le droit à la vie, mais le droit à la dignité, le droit à un logement décent, le droit à un revenu décent, tu sais, c'est le droit à la santé encore, c'est absolument...
tu sais, on peut pas y arriver dans la configuration actuelle des choses. Ce qu'on voit en ce moment, c'est des campements. On s'en est parlé beaucoup, de tout ça, là, puis les campements. Il y a quelqu'un, moi, qui m'a dit, il est campé, là, sur la rue Notre-Dame, et les policiers sont arrivés, puis là, ils ont fait évacuer le parc. Ça fait que les gens cachent leurs tentes dans les buissons, Ouais. Quelques jours après ou quelques heures après, ils ressortent les tentes et ils rebâtissent. Ben ouais. Puis là, il y a un gars qui me disait, la police est arrivée, puis elle m'a mis dehors de la tente, là, mais elle m'a mis dehors. Puis là, il me disait, comment qu'elle fait pour me mettre dehors? Je suis déjà dehors. Absolument. Comment qu'elle peut me mettre dehors, tu sais? Puis là, à un moment donné, la ville voulait... Ça s'est pas fait, là, mais elle voulait émettre des permis pour les gens qui voulaient coucher dehors, disons, dans des parcs. Il aurait fallu qu'ils payent un permis, là. Mais ça s'est pas rendu Mais ça, jusque-là. c'est là. ridicule consommé. Ben oui, puis tu sais, Ils n'ont pas d'argent. Tu vas payer... Mais qu'est-ce qu'on fait avec les campements? Parce que là, ce qu'on entend, c'est les là, gens trouvent ça. Qu'est-ce qu'on fait, Claude, avec les campements? Il faut faire quelque chose, là. Je peux même pas vous dire, mais il faut... ça donne rien de les tasser toujours plus loin. On règle rien en faisant ça. Absolument rien. Au contraire. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait comme officialiser un grand campement, ou même si l'idée à la rigueur est quasiment effrayante, parce que ça reste une solution temporaire? Jérémy, puis je vais poser la question au Dr Farmer après. Oui, ben tu sais, en ce moment, les gens qui campent, ça a bien étudié en introduction, le font pas pour rien. Non. Tu sais, c'est parce que c'est l'alternative par manque d'alternative. Fait qu'en s'entendant pour dire que ce n'est pas une solution à long terme digne, nous, le RAPSIM, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur les démantèlements pour que les gens puissent avoir une forme de stabilité, pour avoir un accompagnement. Mais ça dérange les citoyens. Ça dérange les citoyens, mais ouais, là, je pense que je sais pas s'il reste assez de temps pour embarquer là-dedans. Ben, vas-y donc, 30 secondes. Ben, tu sais. Qu'as-tu envie de dire aux citoyens dérangés? Que je comprends qu'ils sont dérangés. Que c'est pas agréable pour personne de côtoyer des concitoyens, des concitoyennes qui se battent pour leur survie à toute heure du jour, qui sont obligés de pas dormir, peut-être en hyper-vigilance non-stop. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est d'être solidaires, puis de se battre, puis de demander au gouvernement des différents paliers d'adresser les enjeux sérieusement, parce que la crise du logement, là, elle touche de manière disproportionnée les gens qui sont en campement, les gens qui sont dans la rue, mais elle nous touche aussi, à vous et moi. Là, t'sais. Mais vous avez vu, là, sur le fameux campement, là, sur Notre-Dame, là, les gens se sont plaints que c'était sale, que la ville nettoyait pas. La ville dit, ben c'est pas mon terrain, c'est au MTQ, mais si le MTQ, vous me le redonnez, m'a nettoyé, le MTQ dit... Écoute, c'est sincèrement, t'as envie de dire, hey, wow, qu'est-ce que vous faites? Ils s'astinent pour savoir qui va aller passer le balai. Pendant ce temps-là, il y a du monde là, mais tu sais... Aller à une fête de la Saint-Jean dans un parc, il va en avoir plein de déchets, ben oui. Déchets. Bon, exact. C'est pas pire qu'un campement comme ça, où toi, tu quittes ta tente là, à la fin de l'été, c'est pas plus propre. Des fois, autour de ton terrain. Et j'ai remarqué ça cette semaine. Vous savez, les terrasses, là, à la sortie. Ouais. On a beaucoup ça. L'été, on aime ça, nos terrasses. Tous les restaurants au centre-ville ont une terrasse. Là, il y en a qui ont enlevé leur terrasse en bois, là. Puis, il y a du déchet en dessous, là. Ben oui. Ça doit... Là, je me disais, tiens, on paye tous pour ça, finalement. Ah oui. Puis, il y a quelque chose aussi d'un peu ridicule de, tu sais, juste d'avoir des poubelles, puis que la ville ramasse les poubelles. Tu sais, ils font ça chez vous, chez nous, ils font ça aux terrasses, mais qu'ils le fassent avec les campements aussi, tu sais. Docteur Farmer, je voudrais vous entendre là-dessus. On fait quoi avec les fameux campements? Parce que c'est une solution temporaire. Est-ce qu'on l'officialise? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs villes ont eu différentes stratégies dont je vais vous parler, mais tu sais, à la base, de démanteler ou de faire de la répression policière, c'est une forme de désengagement. C'est une forme de vouloir que le problème s'en aille. Mais en fait, tous ces gens, ce sont des citoyens, en tout cas, c'est des humains qui vivent dans l'espace public. Et ce dont ils ont besoin et ce à quoi ils répondent bien, c'est l'engagement. C'est parce que nous, quand même, on travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale sévères et on a quand même 70% de succès à les amener vers le logement, vers une stabilité puis vers une connexion avec des services de soutien.
Donc, ils répondent bien à l'engagement, mais évidemment, ils répondent pas bien au désengagement. Donc, une façon d'engager dans le contexte des campements, plutôt que d'être dans soit du laisser-faire ou de la répression, mais ce serait d'essayer de l'organiser parce que c'est une opportunité d'engagement. Donc, les villes qui l'ont organisé un petit peu, c'est qu'ils ont déterminé des terrains qui étaient suffisamment larges et suffisamment bien situés pour que ce soit intéressant. Puis, ils ont permis les campements là, mais ils ont aussi arrangé des services, des sanitaires, de l'eau courante, puis de la présence de personnel pour faire de la surveillance, pour que ce soit quand même sécuritaire et pour pouvoir faire un engagement, pour voir c'est quoi les problématiques des différentes personnes et voir s'il y a une opportunité de les aider à évoluer vers le logement. Il y a eu maintenant Gatineau considère de faire un parc de containers, des espèces de maisons containers ou des petites maisonnettes ou de permettre des endroits où il y a des campements, mais de donner des services, une surveillance et une opportunité de se sortir de la rue. Voilà, donc, c'est ça. l'engagement. C'est le mot clé ici, je pense, c'est faut arrêter de dire c'est la responsabilité de l'autre, c'est le terrain de l'autre, on n'a pas l'argent pour ça, c'est pas à nous de faire ça. Ça c'est du désengagement. L'engagement, c'est que on dit c'est qui nos partenaires pour s'engager et pour faire quelque chose qui peut marcher. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Dr Olivier Farmer, psychiatre à Notre-Dame, porte-parole pour l'Association des médecins psychiatres du Québec qui connaît bien le dossier de l'itinérance. Abbé Paradis, Claude va souvent dans la rue, hein? Oui. Puis tu y passes souvent des nuits avec les gens de la rue. Oui. Encore dernièrement, tu t'es rendu, t'as campé dans une tente au centre-ville de Montréal. Il faisait pas chaud. Non. Là, l'hiver s'en vient, Claude. Oui, oh mon Dieu. Vas-tu retourner? Ça se peut, ça va dépendre là, de mon opération. Ouais, mais, de ta santé aussi. Mais après mon opération, c'est sûr que je retourne dans la rue. Là. Je peux pas rester chez moi là, à rien faire. Là, je serais pas capable. Et il y a ce besoin, Jérémy, vous faites ça aussi, il y a ce besoin des gens de la rue de parler, de savoir aussi qu'ils sont reconnus. La dignité de la personne. Qu'on connaisse leur prénom. Oui. Nelson, là, qu'on les reconnaisse, là. Mon Dieu, qu'ils sont contents de ça. Ah, le sourire, les yeux qui... Oui, vraiment. On peut lui demander, ce soir, c'est la nuit des sans-abri. J'allais y venir, je voulais qu'on termine là-dessus. Mais non, vas-y, Claude. Qu'est-ce qu'on fait pour la nuit des sans-abri? Il faut demander aux responsables. Oui, Jérémy, effectivement. parle-nous-en. Ben oui, c'est la 35e année, en fait, cette année, pour la nuit des sans-abri. Puis c'est une soirée de sensibilisation, de solidarité. Le rendez-vous est à 5h au Square Phillips pour la marche de solidarité. Puis après ça, à 6h30 à la place Émilie-Gamelin. Puis vous pouvez arriver là, entre 6h30 puis 1h du matin. Il y a une programmation sans cesse. Là, il y a des témoignages, des performances artistiques. Il y a beaucoup de kiosques de sensibilisation. Donc, c'est comme l'occasion là, de rencontrer des gens, de discuter d'enjeux puis de sensibiliser peut-être des proches à la cause aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous trouvez que les gens sont assez ouverts d'esprit? Ben, je pense que quand on crée les occasions, oui, absolument. Je pense que puis c'est pour ça que la nuit des sans-abri c'est formidable parce que c'est une de ces occasions-là. Fait que j'invite avec enthousiasme tout le monde là, à se présenter. Jérémy Lamarche, merci beaucoup, Jérémy Lamarche, donc du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Claude, merci pour tout ce que tu fais, je dois le dire. Parce que toi-même, tu l'as connu, la vie difficile de la rue. Ouais. Tu m'avais déjà dit cette phrase tellement forte. Le bon Dieu m'a sorti de la rue pour mieux m'y renvoyer, finalement. Je disais que l'Église m'a envoyé dans la rue, parce que quand j'ai été ordonné prêtre, fait que l'Église m'a envoyé dans la rue, et la rue m'a apprise l'Église. Tu vois? Oui, tu as peaufiné la phrase depuis. Ben oui, c'est très... Merci pour tout ce que tu fais. Merci de l'invitation. Et bien sûr, on vous tient au courant de ce dossier-là. Moi, c'est un dossier qui me touche vraiment beaucoup parce que vous allez me dire, ben mon Dieu, pourquoi qu'elle s'est touchée? Ben, c'est parce qu'on peut tous se retrouver là, les amis. On peut tous se retrouver dans la rue. Tous. Puis ça, il faut garder ça en tête. Des fois, on se dit, ça ne me concerne pas. On ne se le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Parce que tout le monde peut perdre sa job à un moment donné. Tout le monde peut avoir un événement traumatisant qui va faire en sorte qu'on perd pied. Puis des fois, il y a l'alcool, il y a la drogue là-dedans qui s'y mêle, il y a la dépression. Il y a tellement de raisons. Puis quand on parle aux gens de la rue, c'est là, chaque personne a son histoire et sa raison de se retrouver là. Absolument. Mais nous, notre raison, ça devrait dire, OK, moi, ma job, c'est d'aider à les sortir de là. Puis qu'il n'y en ait pas d'autres. Exactement. Hey, merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. Merci.